Bienvenue dans Ça fait l'actualité, votre rendez-vous d'éclairage et de décryptage des sujets brûlants d'ici et d'ailleurs. Un billet d'avion ou parfois un ticket de car suffit à changer de pays et de vie. Vous l'aurez remarqué, nous parlons dans ce numéro de l'épineuse question de la migration, souvent racontée comme une crise. Mais si pour une fois, on la regardait comme un levier d'opportunité, puisque nous avons des Ivoiriens dans le monde qui partent étudier, travailler, investir. Et nous accueillons aussi des migrants étrangers qui travaillent ici, entreprennent et participent eux aussi au dynamisme économique. Et en ce 18 décembre, Journée internationale des migrants, la question se pose différemment. Quels apports de la migration pour la Côte d'Ivoire lorsqu'elle est bien menée? On en parle avec nos deux invités puisque ça fait l'actualité. Mais il n'y a pas que nos Ivoiriens dehors, il y a aussi des migrants ici et le rapport est aussi important. En 2013, selon le rapport OCDE-OIT, la contribution économique des migrants en Côte d'Ivoire dans le commerce s'élevait à 348,7 milliards de francs CFA, valeur ajoutée donc attribuée à ces immigrés. Et de l'autre côté, les transferts de fonds vers la Côte d'Ivoire en provenance de la diaspora ont progressé en atteignant plus de 580 milliards de francs CFA. C'était en 2023. D'après les données de la Banque mondiale. Comment donc valoriser de plus en plus les compétences de la diaspora ivoirienne? Je vous propose ce reportage de Siaka Kone et on se retrouve juste après. Ils sont souvent discrets, parfois invisibles dans les chiffres, mais leur impact sur l'économie ivoirienne est bien réel. Les migrants, ces hommes et femmes venus d'horizons divers, participent chaque jour à la construction de l'économie nationale. Selon les données de l'Institut national de la statistique, INS, la population migrante représente près de 12% de la population ivoirienne. Ils sont présents dans l'agriculture, le commerce, les BTP, le transport, les services. Leur contribution est estimée à environ 19% du produit intérieur brut, un apport non négligeable à l'essor économique du pays. Je suis issu d'une formation technique, donc d'un bac F4 en génie civil, à l'issue duquel, étant major de promotion, j'ai obtenu une bourse du ministère. Donc c'est ainsi que j'ai entamé la formation au Maroc d'un cursus ingénieur direct, prépa intégré, option génie civil pendant 5 ans. Et après ça, je suis resté emmagasiner un peu d'expérience au Maroc, donc pendant 4 ans où j'ai été chef de projet structure dans un bureau d'études de la place avec de nombreux projets, divers projets, des restaurants, des centres commerciaux, des écoles d'envergure, des villas royales de tout genre. Qui sommes ingénieurs dans le domaine, on interagit sur beaucoup de points positifs au niveau de l'économie. Vous verrez que nous sommes dans les domaines techniques purs, dans les domaines financiers, que ce soit même en banque, il y a des ingénieurs génie civil, dans les réalisations de projets. Il y en a plusieurs que moi j'ai même fait ici à Abidjan, des ambassades, des hôtels, des immeubles, plein, même des ouvrages d'art que tout le monde passe, à la golf, des ponts, tout ça. Donc il y a un impact fort, déjà nous qui sommes intégrés directement dans les entreprises, et puis il y a aussi ceux-mêmes qui ont leurs entreprises aussi à leur actif, qui eux aussi bousculent fortement l'économie. Autre cas, celui d'Ariane Young, spécialiste des mines et géologie, formé au Maroc. Ariane entend créer son entreprise. J'ai carrément fait une reconversion dans le domaine de la RSE, ESG, développement durable, disons. Parce que justement, j'ai travaillé dans les mines et j'ai vu qu'il y a de gros enjeux à ce niveau-là. Donc, j'ai décidé, en âme et conscience, de partir vers un secteur qui est relié aux mines, mais qui n'est pas ma formation de base. Donc, j'ai eu à faire des formations supplémentaires, des certifications, etc. pour pouvoir changer d'orientation professionnelle. À l'instar de Jules Madé et Ariane Young, de nombreux migrants contribuent fortement à l'économie ivoirienne dans l'ombre. Véritables success stories, faites de persévérance et de travail. Reportage donc de Kone Siaka qui met en lumière des jeunes Ivoiriens bénéficiaires de bourses et qui ont fait le choix du retour au pays d'origine après des années d'études à l'étranger afin de contribuer fortement au développement de l'économie nationale. Ils sont du domaine des BTP, de l'informatique, des mines et géologie, comme vous l'avez constaté. Une très belle transition d'ailleurs. Pour recevoir sur ce plateau David Preux, chef de mission OIM Côte d'Ivoire, bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie, c'est nous qui sommes honorés de vous avoir sur notre plateau. Et aussi Steve Essis, qui est président exécutif du réseau ivoirien des diplômés de la diaspora RID. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Alors, je reste avec vous en même temps. Vous êtes le président d'un réseau international. Quelles sont les motivations derrière ce réseau? À la base, dans la création du RID, nous sommes allés sur un constat. Nous étions des groupes de jeunes ivoiriens formés à l'extérieur. Et lorsque on revenait au pays, on a remarqué qu'on était confronté à plusieurs problématiques. La problématique de l'insertion, la problématique aussi de retour au pays pour avoir les bonnes informations dans le but de pouvoir s'insérer dans l'entrepreneuriat. Et la difficile équation de pouvoir avoir un emploi au pays a été l'une des raisons. Et aussi le fait d'avoir un réseau pour pouvoir transmettre la bonne information, c'est l'une des raisons qui nous ont poussés, en tant qu'Ivoiriens diplômés de la diaspora, acteurs de la diaspora, de pouvoir se mettre ensemble et de pouvoir constituer le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora. Depuis combien d'années? Depuis 8 ans, depuis le 15 novembre 2017, nous avons mis le RID en place, qui est un réseau professionnel à caractère associatif qui est dans 10 pays et qui travaille sur 3 dispositifs. Le dispositif de départ au niveau de la jeunesse, aussi le dispositif de réintégration dans le pays où le réseau est installé. Et le troisième dispositif, c'est le dispositif de retour. On facilite l'atterrissage au pays, que ce soit par la voie entrepreneuriale ou par la voie de l'insertion en emploi. D'accord. David Preux, quand on parle de migration, on a aussi ceux qui viennent en Côte d'Ivoire, donc ces migrants étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne concrètement sur ces personnes-là? Merci pour cette question. Je pense que le reportage l'a déjà très bien dit. Les migrants, surtout les migrants étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire, ont une contribution énorme à l'économie ivoirienne. On l'a rappelé, c'est quasiment 20% de richesses qui sont créées par cette main-d'œuvre étrangère. Et c'est une main-d'œuvre étrangère qui représente 2,2 millions de personnes selon le dernier recensement de la population. Donc 10% de la population ivoirienne. Et c'est vraiment quelque chose de particulier à la Côte d'Ivoire parce que l'étude que vous mentionniez de l'OCDE, elle a aussi mesuré la situation en Afrique du Sud, au Ghana, et la contribution des migrants est moindre là-bas, en dessous de 10% dans tous les cas, dans ces deux pays. Et c'est la même donnée pour un nombre de pays où ça a été mesuré. Donc on voit qu'en Côte d'Ivoire particulièrement, la main-d'œuvre étrangère a un grand impact. Dans quel secteur précisément? Est-ce qu'on a des secteurs clés dans lesquels on les retrouve précisément? Là encore, ça a été très, très exactement mentionné. Donc principalement l'agriculture. Je pense que c'est autour de 50% de cette main-d'œuvre étrangère qui travaille dans ce secteur. Mais effectivement, les transports, la construction, le commerce, l'industrie des services, l'hôtellerie sont aussi d'autres secteurs où les migrants sont très représentés. Réseau, vous avez une histoire particulière parce que là, vous avez parlé de diaspora. Cela suppose que vous étiez quelque part en Belgique, je crois. Racontez-nous brièvement. Il est important de dire que le projet migratoire, c'est d'abord un projet. C'est un projet pour quelqu'un qui décide de pouvoir aller à l'étranger, c'est d'abord un projet. Donc il faut le structurer, il faut monter le projet, le structurer et puis aussi travailler à le baliser avec tous les différents moyens qui vont entrer en ligne de compte pour pouvoir réaliser le projet. Donc c'est comme ça que bon nombre d'Ivoiriens, y compris moi-même et les autres, on a plusieurs motivations qui nous poussent à aller à l'étranger, dans le but de pouvoir non seulement améliorer nos compétences, donc le renforcement de nos compétences. Moi, c'était l'une des questions qui a motivé mon choix, et le fait aussi de pouvoir avoir un CV international et pouvoir avoir aussi l'ouverture sur le monde. Donc après l'obtention du bac A2, session littérature, après, moi, j'ai fait en Côte d'Ivoire mon BTS. Un BTS dans le temps, on appelait le BTS CE, c'était communication d'entreprise. Et c'est après ça qu'il y a eu la mutation pour l'étranger. Donc le parcours a d'abord atterri en Afrique du Sud avant de passer par Bruxelles. Et après, ce que je retiens de cette expérience, c'est que pour aller à l'étranger, il y a un préalable. Il faut d'abord se préparer. Justement, on aura l'occasion de parler de la préparation. Mais quand on écoute déjà votre expérience, on se dit qu'il y a beaucoup de jeunes qui partagent aussi la même histoire que vous.
Ce qui m'envoie vers David Preux. Des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens qui partent à l'étranger, étudier en même temps travailler, et d'autres personnes, d'autres nationalités qui viennent en Côte d'Ivoire pour soit étudier et travailler. Ce paradoxe, comment on l'explique ? Alors, plutôt que de parler d'un paradoxe, est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'un cycle, non ? La migration, c'est aussi vieux que l'humanité. Je pense que M. Essis l'a mentionné. Chaque homme, chaque femme a des espoirs, cherche les moyens d'améliorer sa vie, de se développer personnellement. Et c'est ce qui attire les gens à quitter leur pays et d'autres à émigrer, en l'occurrence en Côte d'Ivoire. Et donc, je vois plutôt ça comme un cycle fluide plutôt qu'un paradoxe. Le bonheur se trouve ailleurs forcément, parce que quand on regarde un peu ce cycle en Côte d'Ivoire, ceux qui viennent, c'est parce qu'ils y trouvent des opportunités. Et les Ivoiriens aussi qui vont ailleurs se disent, il y a de belles opportunités là-bas. C'est pour ça que j'ai parlé un peu de paradoxe. Oui. Non, alors, le fil conducteur, c'est ça, c'est la recherche d'opportunités. Donc, vous voyez, ça guide tous ces mouvements. Et je pense que c'est un piège aussi d'opposer les opportunités qu'on peut trouver à l'extérieur de son pays d'origine et les opportunités qu'on peut trouver chez soi. Je pense que quand on parle de migrants, surtout des jeunes qui quittent, on parle de mobiliser le capital humain d'un pays. Et donc, il faut leur proposer toutes les opportunités, toutes les options. Alors, aucune qui est meilleure qu'une autre. Et au contraire, encore une fois, je reviens sur cette idée de cycle. Les gens qui partent reviennent souvent avec des compétences, des choses à offrir pour leur pays d'origine. Steve Essis, quels sont généralement les problèmes que vous constatez chez les Ivoiriens qui tentent la migration pour le travail, les études et bien d'autres raisons? Avec les différents profils. Les différents profils migrants des personnes qui quittent la Côte d'Ivoire pour aller à l'étranger. Et il faut dire qu'en général, la majorité des personnes qui vont à l'étranger sont des personnes d'abord formées au plan local. À part les afro-descendants nés d'une mère ou un père qui a déjà la nationalité. Donc, pas de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a vraiment, comme David le disait, il y a vraiment cette volonté-là. Et ils sont portés par une vision. La vision de pouvoir non seulement s'offrir de nouvelles opportunités, mais aussi de pouvoir réaliser les rêves. Donc, le rêve de pouvoir vraiment renforcer les capacités par rapport à les filières diplômantes et puis aussi de pouvoir revenir un jour pour pouvoir développer les pays. Donc, à la question que vous avez posée par rapport aux différents profils qui... Oui, et aussi les problèmes que vous avez constatés, vous, en tant que réseau. OK. Nous, en tant que réseau, les problèmes auxquels la majorité des différents profils de la diaspora ont été confrontés, il y a d'abord, le premier problème, il y a un problème administratif. Un problème administratif, c'est-à-dire lorsque la personne quitte la Côte d'Ivoire et qui va à l'étranger, il y a d'abord c'est pas le même climat. C'est pas le même climat pour ceux, par exemple, qui optent la destination canadienne. Il y a plus de... Le froid canadien, il ne badine pas. 35 degrés, donc ils sont confrontés à ce problème de climat-là, parce que le climat aussi en France et puis le climat en Côte d'Ivoire n'est pas pareil. Donc il y a un problème de climat. L'autre problème auquel ils sont confrontés, c'est un problème administratif, social et culturel. Parce que lorsque vous arrivez dans ce pays, vous êtes seul, vous êtes isolé. Et si vous n'avez pas le flair de pouvoir intégrer une communauté ou intégrer un réseau ou une association professionnelle ou une association d'étudiants, vous êtes complètement livré à vous-même. Et vivre à l'étranger étant seul, c'est pas du tout facile. Donc il y a ce problème-là, donc ce qui fait de sorte que certains jeunes qui n'arrivent pas à gérer ce cycle ou bien cette saison vraiment fragile, là, beaucoup rentrent dans la dépression, et d'autres même se suicident. Et des fois, la mauvaise amitié peut le conduire à dérouter du chemin. Il ne va plus à l'école et il n'arrive pas à pouvoir achever son parcours académique. Et aussi le volet administratif, parce que lorsque tu arrives en fonction des réalités, il faut d'abord connaître le pays dans lequel tu viens l'étudier. Et lorsque tu arrives, il faut savoir quels sont les prérequis dans ce pays-là. Par exemple, pour la Belgique, quand tu arrives en Belgique, si tu arrives à Bruxelles et que tu es affecté ou tu vas dans une université de Belgique, tu as au moins 8 jours pour aller te faire inscrire dans ta commune. D'accord. Pour aller manifester que tu es là pour avoir un cas de séjour. Dans ce cas, quel accompagnement, très rapidement, votre réseau met en place pour ces différents profils-là? OK. Au niveau du réseau, nous avons mis au niveau du réseau ici en place, on a un centre
un centre d'accompagnement pour des jeunes Ivoiriens. Pour des jeunes Ivoiriens. Nous, en tant que les aînés qui avons eu la chance d'aller à l'étranger, donc on a mis en place un centre. Et le centre au niveau du réseau, on accompagne les jeunes de A à Z à monter leur dossier. Par exemple, depuis l'existence du réseau, c'est plus de 450 étudiants qu'on a accompagnés pour aller faire les études en Italie. En Italie, donc on monte le dossier, on les apprend l'apprentissage de la langue italienne. Pour les gens du réseau qui ont été formés en Italie qui sont là, ils apprennent à ces petits frères là l'apprentissage de la langue italienne. Après, il faut monter le dossier, il faut faire le choix de l'université, aller pour l'examen international et puis après constituer tout ce que le gouvernement italien demande comme garantie bancaire qui est de 7 000 € maintenant. Et après les préparer pour le départ pour l'Italie. Et pour l'accompagnement pour l'Italie, on le fait aussi, que ce soit pour la France et que ce soit aussi pour les pays du Golfe. Donc au niveau du réseau, d'abord, on amène nos cadets, nos cadettes à comprendre qu'il est important de faire des choix du métier du présent et du futur qui les permettront, demain lorsqu'ils reviennent en Côte d'Ivoire, de pouvoir facilement avoir le job. Parce qu'il y a des filières, lorsque vous optez pour ces filières-là à l'extérieur, quand vous revenez en Côte d'Ivoire, c'est difficile pour vous de vous intégrer. D'accord, des obstacles qu'on aura l'occasion d'aborder largement dans la deuxième partie. Nous parlons dans cette émission de la migration et de ses apports, mais aussi de ces réalités plus complexes qui peuvent être difficiles et rendre difficile le quotidien des migrants. Quels défis rencontrent-ils? On en discute dans cette deuxième partie qui s'ouvre avec ce reportage toujours de Siaka Kone. La présence des enfants en Côte d'Ivoire est ancienne et bien ancrée. Mais derrière les apparences, leur intégration reste un chemin semé d'obstacles. Stigmatisation, précarité, tracasseries administratives, entre autres, sont les réalités que vivent au quotidien de nombreux migrants. Ils sont commerçants, ouvriers, artisans ou employés domestiques. Ils contribuent à la dynamique économique, mais font souvent face à des regards suspicieux et à des discours stigmatisants, entre autres dans certains quartiers urbains où la cohabitation peut être tendue. Au niveau administratif, l'obtention de pièces légales de séjour est un véritable parcours du combattant. Lourdeur, lenteur, coûts élevés, autant de freins à une régularisation. Sans papier, impossible d'accéder aux soins, à un emploi formel ou à un logement décent. La précarité économique reste aussi un défi majeur. Beaucoup vivent dans des zones à risque, dans des conditions difficiles, avec un accès limité aux services sociaux de base. Les femmes migrantes, souvent employées dans l'informel, sont les plus vulnérables, exposées à l'exploitation ou aux violences. Certains programmes à l'initiative d'ONG ou en collaboration avec l'État visent une meilleure inclusion. Ateliers d'alphabétisation, accompagnement juridique, régularisation, accès à la formation professionnelle. Mais les efforts doivent être renforcés. Il est temps d'adopter une approche plus inclusive, plus humaine, qui reconnaisse aux migrants non seulement des droits, mais aussi leur pleine place dans notre société. Et voilà les défis que rencontrent les migrants dans leur majorité. David Preux, chef de mission EIM Côte d'Ivoire. Déjà, on se souvient qu'il y a eu des vagues de migrants de retour en Côte d'Ivoire. Quel obstacle rencontrent-ils généralement en termes d'intégration dans leur pays d'origine, on va dire? Alors, peut-être un des obstacles les plus importants, c'est l'accès aux documents d'identité, à l'identité légale. Il faut savoir que beaucoup de migrants qui rentrent en Côte d'Ivoire, malheureusement, ont perdu leur pièce d'identité pendant leur voyage. Et ça, c'est vraiment un frein important à leur intégration. Parce que le reportage le disait, on parlait de formalisation. Tout démarre avec la pièce d'identité, n'est-ce pas? Pour avoir accès aux services de base, à l'éducation, mais aussi pour trouver un emploi. Et on a eu pas mal de situations où, par exemple, avec le concours de l'AEJ, on a identifié des emplois pour les migrants de retour. Et malheureusement, ils n'ont pas pu signer leur contrat parce qu'ils n'avaient pas eu encore accès à leurs documents d'identité. Je voudrais apporter une nuance parce qu'on travaille très bien avec le ministère de l'Intérieur et l'ONESI en particulier pour essayer d'accélérer la génération de ces pièces d'identité pour les migrants. Et donc, on s'y attelle, mais c'est ça un des obstacles principaux. Au-delà des obstacles administratifs, je pense qu'il faut revenir sur ce que M. Essis disait. Il faut transformer le narratif. Le retour, ce n'est pas un échec. C'est une nouvelle page de la vie qui s'ouvre. Et donc tout cet apport psychosocial, cette prise en charge, elle est importante pour aider les personnes à dépasser ce changement de direction et se réintégrer socialement. Donc les initiatives qui étaient mentionnées dans le reportage, elles sont très pertinentes. D'accord. Et si, Steve, de retour en Côte d'Ivoire en tant que diaspora, déjà,
Qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté? La première difficulté, c'est la difficulté d'insertion socio-professionnelle. Difficulté d'insertion socio-professionnelle parce que la personne de la diaspora qui revient, il a peut-être fait au moins 4 années hors de la Côte d'Ivoire pour ceux qui ont fait le master, 5 ans, 6 ans. Donc l'année de départ de la Côte d'Ivoire et l'année où il revient au pays, il y a beaucoup d'eau qui ont concouru sur le pont. Et il y a eu plusieurs réalités dans le pays. Donc lorsqu'il arrive dans l'écosystème, il est complètement perdu. Il n'a pas de contact ni de réseau pour pouvoir avoir un emploi. Donc quand il revient, le retour au pays, lorsqu'il revient, il se doit de pouvoir le préparer. Et c'est pour ça que nous, au niveau du réseau, on a mis le RID en place. Parce qu'on était confrontés à cette réalité. Moi, dans mon cas, ça a été différent. C'était différent parce que chaque parcours des migrants est différent. Et moi, mon histoire, c'était différent parce que moi, pendant les périodes des vacances, quand je revenais au pays, je partais faire un stage dans une entreprise. Et même si on ne me payait pas, je décidais de pouvoir apprendre, comprendre l'écosystème, voir comment ça marchait et puis mieux comprendre les tenants et les aboutissants de mon milieu. Donc c'est comme ça que moi j'ai gardé des relations avec les différents décideurs dans le secteur privé. Et le jour où je voulais revenir, quand j'ai envoyé aux représentants d'une institution, je lui ai envoyé un mail pour dire que je serais disponible de telle période à telle période pour un stage. Et c'est comme ça que quand il a le mail, il m'a répondu. Et je suis venu, j'ai fait le stage avec lui. C'était le manager contrat de cette institution-là. En ce moment, cette institution n'était pas encore installée en Côte d'Ivoire, ils avaient un représentant. Et j'ai appris avec lui. Et c'est en travaillant avec lui que 10 jours après, il me dit, il y a un autre directeur général d'un grand groupe, une multinationale américaine qui est là, je veux que tu l'accompagnes parce qu'il a besoin d'un jeune pour pouvoir l'accompagner. C'est comme ça que dans cette serviabilité-là, je suis allé pour pouvoir travailler avec lui. C'est en travaillant avec lui qu'il m'a fait part il y avait un programme graduate d'une multinationale et c'est comme ça que j'ai candidaté. Puis après, j'ai été retenu parmi les jeunes. Donc, pour moi, un exemple très concret. Alors, je voudrais que David Preux, vous interveniez aussi sur cette campagne lancée par le gouvernement ivoirien pour le retour au bercail, si je peux le dire ainsi, des étudiants de l'étranger pour qu'ils viennent travailler en Côte d'Ivoire, mettre leurs compétences au service du pays. Quel est l'apport de l'OIM à ce niveau ? Alors l'OIM, on s'inscrit dans la même ligne que la politique gouvernementale en la matière. Il s'agit de mobiliser la diaspora dans tous ses aspects, culturels, social et aussi en termes d'investissement, de transfert des compétences, de retour au pays. Donc on met en place des programmes alignés à la stratégie gouvernementale, par exemple de retour des jeunes, que ce soit permanent ou temporaire. Une dizaine de jeunes est rentré cet été, par exemple, pour travailler dans des administrations, ministère des Affaires étrangères, de l'enseignement technique, le ministère de la Santé, par exemple, pour apporter leur contribution, formation, mise en place de systèmes, c'est un des exemples, mais aussi structurer des outils pour que les migrants de retour aient accès à du financement pour pouvoir lancer leur projet d'entrepreneuriat, par exemple. D'accord. Et si Steve, quelles pourraient être les réponses pour permettre donc à cette politique gouvernementale d'avoir plus d'impact? Parce qu'on l'a vu un peu quand même, le sujet a fait tache d'huile sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'étudiants de la diaspora se posaient tellement de questions. Donc vous qui êtes déjà revenus, quelle réponse selon vous? Il est important de signifier que beaucoup de personnes de la diaspora, ils veulent revenir. Ils veulent revenir travailler, apporter les plus-values au pays, mais il revient comment revenir au pays pour y contribuer. Donc, par rapport à cet aspect-là, il y a d'autres qui optent pour l'option où, même s'il n'y a pas de mesure d'accompagnement, ils reviennent au pays, ils tâtent le terrain, ils voient les réalités et eux-mêmes, ils construisent les réseaux. Pour certains, ils créent une entreprise. Pour ceux qui ont vu à l'extérieur, ils viennent le dupliquer. Maintenant, il y a d'autres, par contre, ils veulent que d'abord les dispositifs soient créés par le gouvernement, par l'État, avant de revenir. Donc, de façon concrète, pour des cas pratiques, nous, en tant qu'acteurs de la diaspora, c'est un appel que nous lançons à notre gouvernement. Et pour nous, en tant qu'acteurs de la diaspora, pour que les gens de la diaspora puissent revenir premièrement, il est important de pouvoir réunir des opportunités qui sont concrètes. Voilà, des opportunités qui sont concrètes. Et ces opportunités-là, en fonction aussi des besoins du pays.
Donc je pense que pour ces opportunités-là, que ce soit les opportunités soient créées pour les jeunes de la diaspora comme pour les jeunes d'ici, parce que les jeunes de la diaspora ne sont pas en compétition avec les jeunes formés au plan local, non. Par contre, c'est un jumelage. Voilà, la compétence, la main-d'œuvre au niveau de la diaspora et la compétence, la main-d'œuvre au niveau local. C'est un jumelage, donc c'est de créer vraiment des conditions pour permettre l'employabilité de ces jeunes-là, de un, et de deux aussi, il faut faciliter vraiment pour ceux qui sont porteurs d'idées, les faciliter de pouvoir les accompagner financièrement pour réaliser leurs idées. Très rapidement, David Preux, une réponse concrète pour faciliter donc l'intégration de cette politique gouvernementale en faveur des étudiants de la diaspora. Alors, des recommandations concrètes, déjà apprendre à connaître la diaspora, connaître leurs attentes. C'est un dialogue qui démarre, je pense, avec la diaspora. Leur donner accès à du financement pour qu'ils puissent entreprendre et libérer tout ce potentiel. Et aussi, beaucoup d'autres mesures qu'on pourrait mettre en place, comme la reconnaissance des diplômes et les mesures d'accompagnement, je pense que M. Essi a vraiment bien expliqué. D'accord. Merci beaucoup à vous. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Ça fait l'actualité s'achève ici. Encadrer la migration peut être un levier de développement, l'ont dit nos invités. Et cela implique l'action collective, l'État, les organisations, la diaspora elle-même. Merci à nos invités. David Preux, chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations en Côte d'Ivoire. Et merci à Steve Essis, président exécutif du réseau ivoirien des diplômés de la diaspora. Merci à toute l'équipe de réalisation. Et à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Ça fait l'actualité.